L'école d'abord. Pour tous les enfants différents. Pour notre futur. C'est l'école d'abord. Ouais, nous on veut l'école d'abord. L'école d'abord. Yeah! Bienvenue dans l'école d'abord. Bonjour Élise. Bonjour Élise. Aujourd'hui, c'est le 3e épisode de notre série spéciale sur les enfants différents. Nous aimerions consacrer cet épisode à voir comment cela se passe à l'école, comment on accueille les enfants différents. Précédemment, avec Samia, nous avons parlé des enfants 10, des enfants avec TDAH. Nous avons également longuement parlé des hyper, comme elle les appelle. Donc, ça regroupe les hypersensibles et les HPI. D'ailleurs, si vous ne les avez pas encore écoutés, nous vous y invitons fortement. Comme nous vous le disions dans les épisodes précédents, les enfants différents regroupent beaucoup d'enfants, et enfin tous les enfants d'ailleurs. Et Samia nous disait qu'il fallait surtout parler des besoins des enfants. Et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. C'est les enfants avec des besoins éducatifs particuliers. Et comment on va repérer ces enfants-là. Ça va être notre première partie. Et également, comment on va pouvoir les aider et mettre en place un programme cohérent avec toute la communauté éducative. Alors, on parle beaucoup des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, à la difficulté, tout simplement, de les scolariser, à l'importance aussi de les scolariser. Mais effectivement, ça regroupe beaucoup de choses. Ce sont des diagnostics qui sont souvent très compliqués à poser, qui évoluent aussi avec le temps énormément. Et c'est vrai que c'est pas simple de s'y retrouver. Il y a aussi les enfants qui sont porteurs de handicap moteur et qu'il faut aussi scolariser, évidemment. Et comment peut-on faire pour que cela se passe au mieux de tous les côtés, du côté des enfants, évidemment, des familles, des enseignants, des centres de soins, des spécialistes variés et divers, etc. Alors, on a voulu consacrer 3 épisodes à ce sujet parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur de par notre parcours. Moi, j'ai été enseignante en Ulysse quelques années et Élise a été directrice notamment de CAPP. Donc de centre d'adaptation psychopédagogique. Alors, on va peut-être commencer tout de suite, Élise, avec le repérage, les symptômes. Comment ça se passe et quels outils peut-on utiliser ? Alors, pour repérer des signes inhabituels chez l'enfant, ça va être tout l'entourage de l'enfant qui va pouvoir repérer. Donc, ça va être la famille, ça va pouvoir être le personnel de la crèche, ça va pouvoir être votre pédiatre, vraiment toutes les personnes qui gravitent autour de l'enfant. Et vous, en tant que parent, évidemment, si vous voyez des choses inhabituelles, mais c'est vrai que c'est important de rappeler que parfois, en tant que parent, on est trop proche de son enfant et on ne voit pas forcément ces petits signes, effectivement, qui parfois indiquent un trouble qui s'installe, ou parfois c'est tout simplement rien du tout. Mais c'est vrai qu'on peut avoir besoin du regard extérieur. Ça permet d'avoir un peu de recul. Pour parler repérage, des guides ont été mis en place, donc vous allez les trouver sur Internet. Premier guide qui va pouvoir vous aider, il se nomme le guide de repérage des signes inhabituels de développement chez les enfants de moins de 7 ans. Sachant qu'il existe pour les enfants de plus de 7 ans, il y a vraiment plusieurs guides selon les âges. Ce guide est à destination des médecins, mais vous connaissant son existence, vous pouvez en tant que parent aller voir votre médecin et lui, si vous voyez des signes inhabituels chez votre enfant ou si votre entourage vous parle de signes habituels, vous pouvez aller voir votre médecin et pour lui demander de remplir ce guide. Ce guide qui est nouveau, qui est sorti donc il n'y a pas longtemps, il clarifie et complète des nombreux points dans le guide précédent et notamment ce qui a été amélioré, c'est le temps d'utilisation. Donc c'est vraiment, ça permet d'être rempli en une consultation. L'âge des enfants dépistés, donc effectivement, c'est plus un âge précis, mais c'est une amplitude de 6 à 11 mois, de 24 à 35 mois, etc. Et ça permet de supprimer toute hésitation ou de confusion quand on remplit la grille. Les examens aussi ont été simplifiés pour que les médecins généralistes puissent effectivement utiliser ce document sans difficulté. Il y a des questions sur les troubles neurovisuels qui n'étaient pas présents avant, qui sont maintenant présents. Des questions ont été rajoutées pour repérer les TDAH, donc les troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et enfin, concernant les troubles du spectre de l'autisme, la sensibilité du questionnaire a été augmentée avec l'ajout de questions qui permettent de repérer des enfants avec un trouble du spectre de l'autisme moins sévère, parce que ça aussi, parfois, ce n'est pas toujours bien repéré. Y a-t-il d'autres outils que l'on peut utiliser ? Alors, d'autres outils, plutôt du côté enseignant, le livret du parcours inclusif. Vous le trouverez sur le portail Arena.
Et cela permet de fédérer la communauté éducative pour que l'enfant soit correctement suivi. Donc, imaginez, vous trouvez qu'un élève a des difficultés. Ce n'est pas à nous de poser un quelconque diagnostic, mais nous, ce que l'on veut, c'est aider l'enfant, aider l'élève. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir l'aider en cohérence avec tous les partenaires? Donc, c'est un livret qui vous propose une grille d'observation avec, selon les domaines, vous pouvez cocher un ou plusieurs domaines. Et à partir de cette grille, elle vous propose des aménagements personnalisés pour l'enfant. Cette plateforme, elle est accessible pour les enseignants, donc l'enseignant référent de l'enfant, les enseignants contributeurs, et les parents ont aussi accès aux différents documents qui sont proposés. D'autres documents proposés par Canopé, reprenant le même principe de grille d'observation avec des aménagements, qui s'intitule le Cap École inclusive. Vous trouverez tout ça sur Internet. Prenons un exemple concret, un enfant scolarisé en petite section de maternelle, donc première scolarisation, présente un retard ou certains troubles. Que fait-on? Eh bien, déjà, nous rencontrons la famille. Donc, il y a une rencontre qui s'effectue entre l'école et les parents, que ce soit avec l'enseignant, avec le directeur, la directrice. Et puis aussi, s'il y a un RASED, donc un réseau d'aide aux enfants en difficulté au complet dans l'école, il peut y avoir des observations, en particulier par le ou la psychologue scolaire, qui peut venir en classe observer cet enfant, et éventuellement, le ou la psychologue scolaire peut proposer aux parents d'aller consulter dans un CMP, dans un centre médico-psychologique, dans un CAPP, un centre d'adaptation psychopédagogique à l'hôpital. Ça peut être aussi d'ailleurs le rôle parfois des médecins scolaires, pareil, s'il y en a dans l'école de l'enfant. Si vous êtes enseignant, après avoir rencontré la famille, ou même avant, vous pouvez appeler le lieu d'accueil où était l'enfant auparavant. Donc ça peut être la crèche, surtout qu'à la crèche, il y a des médecins qui travaillent avec les équipes. Ça peut être l'école maternelle précédente, si l'enfant était scolarisé précédemment. Et si vous êtes parent, c'est vrai que ça peut être source d'angoisse, ces moments-là où on va vous demander d'aller consulter. Il faut savoir que plus une prise en charge va être précoce et au mieux l'enfant va évoluer, et parfois le trouble qui était là en maternelle ou à la crèche va tout simplement s'estomper grâce à des soins mis en place. Ne vous culpabilisez pas. C'est fini le temps où l'on incriminait la mère en lui reprochant d'avoir mal éduqué son enfant et d'être à l'origine des troubles du spectre de l'autisme de son enfant. On essaye vraiment de travailler en collaboration avec les parents et toute la communauté éducative pour essayer justement, comme tu disais tout à l'heure, que les symptômes soient pris au sérieux, mais sans être alarmistes le plus tôt possible, et de trouver des aides et de proposer différentes aides pour ces enfants. Donc, reprenons notre cas de figure, donc d'un enfant qui est repéré en petite section. Il faut savoir que avant que les bilans soient effectués, ça peut prendre parfois toutes les années de l'école maternelle. C'est-à-dire que le trouble peut être repéré en petite section, mais parfois l'enfant est tout simplement aussi trop jeune pour effectuer certains bilans. Donc, ça peut mettre beaucoup de temps. On peut estimer qu'il faut, au moins 7-8 mois, je dirais, à partir du moment où il y a une prise en charge et à partir du moment où les bilans sont effectués. Donc, surtout, ça permet aussi, quelque part, le temps de la reconnaissance, parce qu'on va en parler, de la reconnaissance du handicap, mais aussi de la reconnaissance par les parents, par l'institution, la reconnaissance du fait que cet enfant ait effectivement des difficultés. Donc, dans reconnaissance, il y a connaissance, donc c'est aussi connaître. Donc, c'est pour ça que c'est aussi très important de s'informer, qu'on soit enseignant ou parents, il faut effectivement s'informer sur le trouble de l'enfant, parce que comme vous l'avez vu dans les 3 épisodes sur les enfants différents, il y a énormément de troubles différents. Et en plus, dans ces troubles-là, chaque enfant, évidemment, va avoir son propre trouble et sa propre façon d'évoluer et d'avoir besoin d'être aidé. Donc, il faut prendre le temps vraiment de connaître cet enfant et de connaître ses particularités. Et donc, une fois que les bilans sont faits, que se passe-t-il, Élise ? On invite tous les partenaires à l'école à une réunion qui s'appelle une équipe éducative. Tous les partenaires sont là, y compris les parents. Si ça peut être très impressionnant, vraiment, rassurez-vous, on n'est pas là pour vous accuser, on est là pour essayer de trouver des solutions ensemble. Donc, dans les différents partenaires, nous avons donc les parents, le directeur ou la directrice, l'enseignant de l'enfant et
une autre personne importante, l'enseignant référent. Qui est cet enseignant référent? C'est une personne qui va faire le lien entre l'équipe éducative qui suit cet enfant et la maison du handicap. Donc, c'est la personne qui va vraiment aider à constituer les dossiers, à voir où en est l'avancement des dossiers. C'est vraiment une personne ressource au niveau de chaque académie. Donc, lors de cette réunion de l'équipe éducative, nous allons rédiger ce qu'on appelle un GEVASCO. Mais qu'est-ce donc un GEVASCO? Le GEVASCO, c'est le guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation. Sous cette appellation se cache, en fait, c'est une grille d'observation de l'enfant. Donc, ça peut recouper des domaines comme l'autonomie, comme le langage, les mathématiques. Et ça va vraiment, les questions vont surtout porter sur l'autonomie de l'enfant. Est-ce que l'enfant peut faire ça de façon autonome ou est-ce qu'il a besoin d'être accompagné? Est-ce qu'il le fait entièrement? Est-ce qu'il a besoin d'être relancé? Comment est son attention, etc. Toutes ces observations vont permettre à la maison du handicap de décider si l'enfant a besoin d'une aide humaine et de combien de temps votre enfant a besoin. Oui, c'est ça. Donc, en fait, en effet, une fois le GEVASCO rempli par tous les partenaires de cette fameuse équipe éducative, donc il peut d'ailleurs aussi y avoir les membres du RASED, les équipes ne sont jamais identiques, les personnes présentes diffèrent d'une réunion à une autre. Et lorsque le document, effectivement, est parvenu à la maison du handicap, alors c'est plusieurs documents, parce qu'effectivement, il y a le GEVASCO, mais il y a aussi d'autres bilans en général. Il peut même y avoir des productions d'enfants. Il y a donc les bilans des spécialistes, etc. Et donc, une fois que la maison du handicap a tous ces documents, elle statue. Il y a aussi un pourcentage d'invalidité qui est donc annoncé et pour lequel vous aurez donc un document où c'est écrit. Ça vous permet aussi d'obtenir en tant que parent d'autres aides. Et puis effectivement, une notification d'aide humaine avec un nombre d'heures d'accompagnement en aide humaine sur le temps scolaire. Et cette notification, elle arrive au domicile des familles. Ce n'est pas l'école qui reçoit la notification. Il faut se rappeler quand même que tout ce domaine relève du parcours médical de l'enfant. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont privées. Et notamment, l'école n'a pas d'informations précises sur les bilans qui sont faits à l'hôpital ou par des spécialistes. Et c'est uniquement si les parents souhaitent en parler que les enseignants, l'école sera informée. Mais sinon, l'école respecte bien évidemment la vie privée des familles. On vous a parlé de ce moment particulier de la première demande lors de l'équipe éducative. Nous parlons maintenant d'un enfant qui a déjà bénéficié d'une première équipe éducative avec un premier GEVASCO rempli, un premier parcours et une reconnaissance à la maison du handicap. Chaque dossier est réévalué lors d'équipes de suivi de scolarisation ou ESS, on appelle ça aussi. Et on réévalue et on fait ce qu'on appelle un GEVASCO réexamen. Ces réévaluations du GEVASCO permettent effectivement de réadapter le suivi de l'enfant, savoir s'il a besoin de plus de temps d'aide humaine ou de moins de temps en fonction des soins dont il bénéficie, en fonction simplement de ses progrès, en fonction de difficultés nouvelles ou de difficultés qui disparaissent. Qu'entend-on par aide humaine? Quand on parle d'aide humaine, on parle des personnes qui accompagnent ces élèves en situation de handicap. On dit aussi AESH. Il y a deux sortes d'AESH. L'AESH individuel, donc ça va être un ou une AESH pour votre enfant qui va s'occuper uniquement de votre enfant. Et puis une ou un AESH collectif. Donc ce sont des personnes qui vont surtout travailler en ULIS, donc ULIS école ou alors ULIS collège, ULIS lycée, dont on va vous parler juste après. En effet, il y a des dispositifs dans les écoles. Ça existe dès l'école maternelle. Donc en fait, un enfant qui a été donc reconnu handicapé par la maison du handicap peut bénéficier de ces dispositifs, mais il est évidemment inscrit dans une classe de l'école, et dans une école, il peut donc y avoir en maternelle ce qu'on appelle des UEMA, donc unités d'enseignement en maternelle,
Donc c'est plus quand même pour les enfants qui ont des troubles du spectre de l'autisme. Ensuite, en élémentaire, on va avoir donc les Ulysse écoles. Donc ce sont les unités localisées pour l'inclusion scolaire. Et ces Ulysse vont varier pour répondre aux besoins des élèves en situation de handicap. Et ça va être sur des Ulysse spécialisés dans les fonctions cognitives, dans les troubles spécifiques du langage, etc., les fonctions auditives, enfin voilà, tous les troubles qui peuvent exister, vous allez avoir des unités donc spécialisées. Et ensuite, de la même façon, au collège, vous avez les Ulysse collèges et enfin au lycée, donc les Ulysse lycées. Et ce qu'on constate assez souvent d'ailleurs, c'est que les enfants qui bénéficient d'un accueil dans ces dispositifs, eh bien, ils en sortent tout simplement parce qu'ils ont progressé. Alors pas tous, attention, mais certains qui justement ont bénéficié d'un dépistage précoce, ont eu les soins adéquats, ont eu vraiment l'adhésion de tous les partenaires et donc un parcours de scolarité très très bien étudié et mis en place, eh bien certains enfants sortent de ces dispositifs et suivent ensuite un enseignement classique. Et dans tous les cas, même si l'enfant ne sort pas du dispositif, l'objectif, c'est que l'enfant soit inclus au maximum dans sa classe référente. Donc, imaginez, l'enseignant va effectuer un emploi du temps pour votre enfant, un peu comme au collège. Donc c'est très drôle quand on est enseignant référent en classe Ulysse, parce que les enfants entrent, les enfants sortent selon leur emploi du temps de la journée. Faut être assez flexible, quand même. Mais donc, votre enfant a son emploi du temps. Il sait que de 8h30 à 9h30, il est en dispositif Ulysse pour travailler en français. Puis, à 9h30, il ira dans sa classe référente pour les mathématiques en résolution de problèmes. Et vraiment, ce sont des emplois du temps qui sont personnalisés et qui sont, pareil, tout ce qu'on disait tout à l'heure, réévalués chaque année avec l'enseignant référent, avec l'enseignant de la classe d'accueil. Alors abordons maintenant quand même les difficultés inhérentes à cette inclusion. On parle beaucoup de cela en ce moment. Il faut quand même savoir que tous les partenaires veulent le meilleur pour les enfants et notamment les enfants porteurs de troubles. Mais effectivement, ce n'est pas toujours simple. Alors, il y a déjà la méconnaissance des troubles qui parfois peut faire peur. Il peut y avoir le manque de moyens, le manque de formation, l'absence de volontaires ou de recrutement des AESH. Donc, effectivement, ça crée des crispations. Et parfois, ça peut mettre en difficulté les enseignants, mais aussi créer de la maltraitance institutionnelle pour les enfants qui sont accueillis si ce n'est pas fait dans de bonnes conditions. Et ce qui est problématique quand même, ça va être le manque parfois de scolarisation de certains enfants parce que le cadre n'est pas adéquat. Et ça, c'est un vrai sujet dont on a vraiment conscience. Et le plus important, c'est quand même de dire que les enseignants, l'école, essaient au maximum, et surtout, de toute façon, depuis la loi de 2005, c'est obligatoire de scolariser tous les enfants en situation de handicap. Mais c'est vrai qu'il faut le faire dans les meilleures conditions, que ce soit pour les adultes, mais surtout pour les enfants concernés, et puis pour les autres enfants aussi de la classe, que ce soit fait avec beaucoup de bienveillance, d'études, des cas, de connaissances, donc de formation, je me répète, mais ça c'est vraiment primordial. On entend la souffrance des parents, on entend la souffrance des enfants, on comprend que les parents ont envie que leurs enfants soient socialisés, rencontrent d'autres enfants, et on entend aussi la souffrance de certains enseignants. Et là, c'est là où on se rend compte qu'il est très, très, très important pour les enseignants de vous dire que vous êtes enseignant de tous les élèves de l'école et que l'enseignant n'est pas seul dans sa classe. L'enseignant peut faire appel aux autres enseignants. Les élèves, et nous, on s'attache vraiment à le dire et à l'édicter comme une loi dans notre école, les élèves sont les élèves de toute l'école. Ce ne sont pas les élèves d'une classe en particulier. Et notamment pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Il faut accepter l'aide et en tant que collègue, n'hésitez pas à proposer votre aide à un enseignant ou un collègue que vous voyez en souffrance. En ce qui concerne aussi parfois les difficultés d'aménagement, notamment pour les enfants porteurs de handicap moteur qui sont en fauteuil ou qui nécessitent des aménagements plutôt matériels, c'est vrai que ça aussi, c'est pas toujours évident à mettre en place et c'est tellement indispensable pour que l'enfant suive une scolarité adaptée
adapté. Et notamment, on constatait, n'est-ce pas, Élise, que dans certains pays, c'est quand même un petit peu différent qu'en France. Alors, on constate qu'un réel effort est fait au niveau des aménagements. Donc, ça va être les ascenseurs, des rampes d'accès pour entrer dans l'école. Mais le problème n'est pas à l'école. Il faut aussi le penser globalement à l'extérieur de l'école. Là, vous voyez quand vous marchez dans la rue, donc les trottoirs, et se pose le problème de l'accessibilité au niveau des trottoirs, au niveau des passages piétons, au niveau des transports en commun. C'est vraiment un problème global qu'il faut prendre en compte. Oui, parce qu'un enfant handicapé moteur doit aussi pouvoir bénéficier des sorties scolaires, doit aussi pouvoir participer à toutes les activités. Donc, on a encore vraiment beaucoup de progrès à faire au niveau aussi de l'école, en termes de structure aussi sportive, etc., pour que les enfants puissent effectivement participer à toutes les activités. Et parfois, on voit aussi des opérations pour former les enfants. Je pense notamment au handisport. Ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi moyen de parler des autres troubles, notamment les neuroatypismes, les troubles neurodéveloppementaux au niveau des élèves? Oui, il ne faut vraiment pas éluder la question quand vous êtes enseignant et que vous accueillez dans votre classe un élève à besoin éducatif particulier, il faut en parler aux autres enfants. Parce que les autres enfants, de toute façon, vont avoir des interrogations. Donc, il faut que ce soit clair. Souvent, moi, je dis, écoutez, je vous présente un tel que nous avons le plaisir d'accueillir dans notre classe. Il peut avoir un trouble du spectre de l'autisme ou autre. Il est né comme ça, on ne sait pas pourquoi. Dans tous les cas, nous, on va être là pour l'aider. Il ne peut pas parler, donc nous, on va essayer de le comprendre et on va essayer de l'aider comme on peut. Donc, ça peut être des outils de communication augmentés. Donc, par là, j'entends les pictogrammes, etc. Et donc, même si on ne parle pas de langage oral, il n'en reste qu'il peut y avoir une communication avec les autres. Et donc, les enfants vont pouvoir se sentir un peu responsables et vont pouvoir aider leurs camarades, notamment dans la cour de récréation, parce que dans la cour de récréation, il y a aussi les élèves des autres classes. Donc, pareil, les enfants de ces classes vont se faire les messagers auprès des autres élèves. Donc, c'est vraiment important de déstigmatiser l'enfant porteur de handicap et de le présenter en disant « c'est comme ça ». Et nous, que peut-on faire pour l'aider ? En sachant que l'enfant qui a un handicap n'est pas une poupée, n'est pas incapable de quoi que ce soit. C'est juste que sur certaines choses, il a besoin d'être aidé. Et ça, c'est important aussi de le dire aux enfants, que l'enfant a une personnalité qu'il faut respecter. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de validisme et de l'importance de considérer les personnes porteuses de handicap comme des personnes lambda, j'ai envie de dire. Il y a notamment un petit film très joli d'une jeune femme qui parle de son handicap et surtout du fait qu'elle a besoin d'être considérée comme tout le monde. D'avoir le droit de danser, d'avoir le droit d'habiter seule, d'avoir le droit de s'exprimer, d'avoir le droit d'avoir ses propres envies. Donc ça, c'est vraiment très important aujourd'hui de donner de la place et de l'importance et surtout de considérer toutes ces personnes futures adultes comme les autres, tout simplement. Donc ce petit film s'appelle Assume that I can, so maybe I will. Ça veut dire suppose que je peux le faire, comme ça peut-être que j'y arriverai. Et c'est un super petit film, je vous invite à le regarder sur toutes les plateformes disponibles. Voilà, on arrive à la fin de ce 3e épisode consacré aux enfants différents. On espère qu'il vous a plu, ainsi que tous les épisodes précédents. Et surtout, on arrive à la fin de la saison 1 de l'école d'abord. Alors Élise, comment s'est passée cette première saison ? Sacré challenge que nous avons pris plaisir à relever. Maintenant, il s'agit de nous reposer, de poser nos cerveaux. N'hésitez pas à réécouter les épisodes si vous ne les avez pas tous entendus pour l'instant. Et on vous incite, vous aussi, si vous le pouvez, à prendre un peu de temps pour vous, à faire une petite pause numérique notamment. Alors je sais que c'est très très dur, mais on va tous essayer de déconnecter un petit peu numériquement. On se retrouve en septembre avec 2 nouveaux épisodes sur des thèmes que vous nous avez demandés et qui sont, Élise. Le premier, les enfants et la sexualité. Le deuxième sera consacré au harcèlement. Nous vous souhaitons en attendant un très bel été et nous nous retrouvons à la rentrée. À bientôt. À bientôt.